Salut à tous, quel plaisir, quel bonheur éternel de se retrouver avec vous et certainement plus encore avec Benjamin Durand qui m'accompagne sur ce podcast Discographie. On en a déjà fait quelques-uns et on va s'attaquer à un album hyper important, je pense, du point de vue d'un point de vue personnel et d'un point de vue de mon invité, Transformer de Lou Reed. Ah ça. On avait déjà un peu évoqué... Bonsoir Antoine. Bonsoir Benjamin. On avait déjà évoqué un peu Lou Reed, forcément à travers le podcast que vous pouvez retrouver sur le Velvet Underground. Et d'ailleurs, vous pouvez sur la chaîne découvrir une trentaine de podcasts tous aussi fameux et mythos les uns que les autres. Et donc Transformer, donc c'est un cas épineux parce que du coup donc le Velvet se termine un peu dans un groupe qui se délite complètement, mais je pense que même d'ailleurs il y aura un autre album du Velvet sans Lou Reed, oui. Donc sans John Cale, sans Nico, sans personne quoi, c'est un peu juste avec Doug Gill, mais Moe Tucker est toujours là. Voilà. Donc, parce que Sterling Morrison est aussi parti. Oui, c'est ça. On parle jamais assez de Sterling Morrison, c'est mais vrai. Voilà. Et du coup, Lou Reed va tenter donc avant Transformer va faire un premier album solo que pour le coup j'ai racheté il y a 2 semaines et tout le monde me dit la prod est dégueulasse et tout, et que je trouve absolument fabuleux, où on retrouve des chansons qui avaient déjà été en végétation, je pense les années d'avant. Ouais. Je pense à Lisa Says, etc. Et moi je trouve I Can't Stand It aussi. I Can't Stand It, exactement. Et je trouve que l'album n'est pas du tout pollué par une production douteuse, et je trouve que même c'est assez bien senti. L'album est assez rock'n'roll, etc. Mais juste quand même pour préciser un peu les choses, Lou Reed dans un premier temps arrête la musique et prend un boulot de secrétaire aux États-Unis, et il est un petit peu motivé. Il y a des Anglais, il a un contrat avec RCA qui tombe et qui lui demande de venir enregistrer en Angleterre, et donc pour la première fois il fait le voyage des États-Unis en Angleterre, et il va enregistrer l'album en Angleterre, et donc beaucoup de requins de studio anglais viennent enregistrer sur ce disque. Le premier Lou Reed, dont Rick Wakeman qui va ensuite aller sur Yes, mais qui est aussi le pianiste sur Hunky Dory de Bowie, notamment sur Life on Mars. D'accord. Donc du coup, finalement, même Lou Reed, à un moment, se dit presque, écoute, ça marche pas, j'arrête la musique, je suis secrétaire, puis je vais faire un boulot lambda, parce que vraiment, il a quand même pris tartasse sur tartasse, échec sur échec, et du coup, comment en fait naît en fait la genèse de Transformer? Pourquoi il sera, bien sûr, on sait bien que Bowie, Ranson étaient déjà fans du travail du Velvet Underground, mais comment ça marche en fait? Est-ce que c'est RCA qui demande à Bowie de s'occuper de lui, ou voilà, c'est carrément ça? Bah oui, parce que Bowie était admiratif de Lou Reed déjà, quoi. Ouais, on est en 72, et effectivement tout change à partir du moment où Bowie devient un phénomène de société en Angleterre, de par sa transformation dans le personnage de Ziggy Stardust, et pour la première fois, alors que Bowie a lui aussi essuyé échec sur échec, Bowie devient l'espèce de vision du futur pour RCA. Et parce que Ziggy Stardust est déjà sorti au moment de l'enregistrement de Transformer. Tout à fait, ça vient juste il y a déjà eu le Top of the Pops à la fin du printemps de Starman. Voilà. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que Lou Reed, sous contrat avec RCA, est en fait un peu assigné à résidence en Angleterre. D'ailleurs, je crois qu'il loue, pour la petite histoire, un appartement dans le coin de Wimbledon. Et évidemment... Terre de Kiss Moon. Voilà. Et évidemment, Bowie est au courant de ça, et donc, voilà... le fait il va en Angleterre pour faire ce deuxième album, ou... Non, pour le premier. Le premier est déjà enregistré en Angleterre. Donc, Lou Reed, après l'enregistrement du premier album, est déjà en Angleterre. Il reste un peu, donc. Voilà. Même si ça marche pas. Et c'est le même, mais c'est le même label que Bowie. Ouais. Et donc, RCA... Cette fameuse étiquette orange. Voilà. RCA estimant que Bowie, c'est le futur du truc, Bowie étant un fan déclaré depuis longtemps de Lou Reed, voilà, ils font 1 + 1 = 2.
Et ils se rencontrent à ce moment-là ou ils sont déjà croisés Alors ça c'est une bonne question. Ouais. Répondez-nous si vous avez la réponse. Je ne sais pas s'ils sont croisés lors du fameux voyage de Bowie à New York quand Bowie est filmé par Andy Warhol. Ouais. Parce que je sais que Bowie a rencontré Iggy Pop à New York à ce moment-là. Mais est-ce qu'il a rencontré Lou Reed à ce moment-là Je dois avouer que je suis pas. Donc, en gros, ils sont amenés à bosser ensemble. Si ça c'est pas vérifié, ils sont amenés à bosser ensemble. Bowie est juste fan du travail de Lou Reed et ils se rencontrent. Ils se disent bon, maintenant c'est parti, on va pondre ce truc et on va essayer que ça soit un putain d'album. Et d'ailleurs, je dis Bowie, mais Bowie et son équipe, et en l'occurrence Ronson, qui viennent de, et Ken Scott, qui viennent de pondre, donc c'est presque vulgaire, mais qui viennent de terminer un chef-d'œuvre qui est Ziggy Stardust, The Rise and the Fall, voilà. Et puis ils avaient fait Hanky Dory avant, qui va être redécouvert plus tard, juste là en fait. Ouais. Après, à l'époque du Starman en fait. Enfin, voilà, parce qu'à l'époque du donc Hanky Dory sort à la fin 71. Ouais. À l'époque de sa sortie, l'album est copieusement ignoré, mais dès le moment où Ziggy Stardust devient un album populaire, Hanky Dory va aussi voir le prestige de Ziggy Stardust rejaillir sur lui et donc tout d'un coup de redevenir super hype. Donc en fait, quelque part, on peut se dire que Bowie a 2 albums qui sont dans la tête des gens à ce moment-là, à l'été 72. Donc à l'image d'un Hendrix, c'est presque, on essaye de faire marcher Lou Reed en Angleterre, parce qu'aux États-Unis ça marche pas, et là on se dit on le récupère en Angleterre et on va en faire, on va faire en sorte que ça marche. C'est un peu ça. En tout cas, c'est encore les Anglais qui essayent de prendre en main un petit Américain talentueux pour essayer de faire sortir le meilleur de lui. Et ce qui est marrant, c'est que le premier album, qui s'appelle sobrement Lou Reed, c'est un espèce de casque. La pochette, c'est une espèce de casque dégueulasse, c'est ça, non? Enfin, il me semble, avec des espèces d'insectes, si je dis pas de bêtises, non? Non, c'est une espèce de peinture ou je sais pas quoi. Ouais. Enfin bon, peu importe, mais en tout cas, c'est sorti la même année. Lou Reed, le premier album, sort la même année que Transformer, donc ça doit être Lou Reed doit sortir vraiment en début d'année. Juste avant, ou 71, je sais pas. Non, je crois que c'est 71. Regarde. Ouais, justement. Oui, d'accord, mais c'est pour ça que je dis ça et que finalement ça sort en août 72. Donc évidemment c'est enregistré à Trident, donc comme tu disais c'est Ken Scott qui est un peu l'ingé chef de Trident. Et du coup quel matériel il a? Est-ce qu'il va écrire spécialement pour cet album ou ça va être comme le premier parce que le premier il y a pas mal de choses qui sont parues après sur View ou sur des compiles un peu de démos du Velvet. Comment ça se passe au niveau de l'écriture? Ils écrivent ensemble ou pas vraiment? Parce que il y a plein de choses qui ont été dites et on aimerait faire un peu le tri là-dedans parce que tu me parlais quand on préparait un peu l'émission d'une chanson qui s'appelle Wagon Wheel qui serait carrément écrite intégralement par Bowie, bien que signée Lou Reed. Oui, tout à fait. Donc c'est quoi un peu l'histoire? Il y a, on va dire, un bon tiers des chansons qui sont des chutes du Velvet. Ouais, par exemple, Vicious est une chanson qui a sûrement dû être écrite pour l'audit. Ouais, mais en tout cas qui a vraiment une ramification de l'époque de Andy Warhol, parce que c'est une espèce de Sweet Jane et puis surtout au niveau des paroles, Lou Reed d'ailleurs le dit, autant citer la source directement. Évidemment, Transformer a fait l'objet du traitement par la formidable série en télévision, la série des classiques albums. Et c'est Lou Reed qui explique lui-même là-dedans que Vicious, You Hit Me With a Flower, il a repris une citation de Andy Warhol qui lui avait dit clairement I wanted to write something vicious. Et Lou Reed qui lui répond Vicious, what do you mean by vicious? Et Andy Warhol qui lui répond Vicious like you hit me with a flower. Ah, c'est génial. Génial quand même. Ouais. Et donc Lou Reed brode là-dessus. Donc du coup, c'est un peu à l'image d'un Lennon qui citerait des mantras du Maharishi. Du Maharishi. Donc comment on peut expliquer un peu aux gens pourquoi, à part le fait que vous allez l'écouter, que vous fassiez votre propre idée, il y a quand même déjà, je pense, des chansons que vous connaissez.
par cœur parce que ça a été repris après dans des films. Je pense notamment à la réhabilitation de Perfect Day dans Trainspotting et puis un succès relatif de Walk on the Wild Side qui est vraiment non, plus que relatif. En tout cas à l'époque, mais je veux dire c'est tout de suite un single qui cartonne. Oui. Je suis pas sûr. Je crois que c'est le premier single. Non, mais je pense que c'est le premier single de l'album qui sort un peu après la sortie de l'album en novembre. Mais c'est surtout un gros hit radio. Voilà. Ça, les DJ de la BBC, les DJ un petit peu indé à l'époque de la BBC, la programment vachement souvent parce que et puis surtout ils se rendent compte que ça, non seulement que ça prend, mais en plus que le thème est quand même absolument dingue, quoi, parce que moi je me souviens, j'ai une anecdote peut-être personnelle mais qui est attendez, vous attendez pas du scabreux, mais c'est que gamin j'adorais cette chanson et que j'avais demandé à des gens qui étaient plus vieux que moi de la reprendre avec mon groupe quand j'avais 16 ans. Et il m'a dit, ah bah ouais, mais si tu veux reprendre ça, c'est toi qui la chante. Et là, c'est là où j'avais compris le côté un peu, le sens des paroles et qui, voilà, c'est de la sodomie, Walk on the Wild Side. Hein, donc, c'est le thème. Après, bien sûr, c'est une chanson et donc c'est beaucoup plus. Oui, mais c'est une chanson surtout qui montre les gens qui étaient uniquement réservés à l'underground jusqu'alors, et c'est un petit peu ce qui fait de cet album un album culte, c'est que c'est pour la première fois, alors que le Velvet a été de façon si fameuse complètement ignoré à son époque. C'est ça le grand talent de Bowie et de la production de Bowie aussi, c'est de mettre en lumière cet underground pour un grand public qui est désormais prêt à écouter et à s'intéresser pour ça. Encore une fois, comme on disait sur le Glam dans un épisode précédent, c'est que l'Angleterre était prête à entendre des idées sur, de s'interroger sur leur propre sexualité, ce que les Américains n'étaient pas encore prêts à faire. Mais par exemple, tu vois, Bowie reprend déjà dans les sessions BBC White Light, White Heat. Est-ce que ça date d'avant déjà ? C'est cette époque-là, parce que c'est vraiment l'époque de la promotion de Ziggy Stardust, mais Bowie reprenait sur scène dans les cabarets, les cafés-concerts londoniens, I'm Waiting for the Man, dès 67, 68, 69. D'accord. Ah oui, d'accord, donc c'était un gros fan et très très au courant de... Avant tout le monde, encore une fois, comme pour tout ce qui... Dès que Bowie parle d'un truc, il a 10 ans d'avance sur tout le monde, c'est encore une... Donc, du coup, comment ça s'enregistre ? Du coup, on a dit à Trident, sous la houlette donc, de Mick Ronson, Bowie, et avec Ken Scott aux manettes. Et du coup, moi, je trouve que ça sonne quasiment... le son, c'est quasiment mieux enregistré que Ziggy Stardust, ça, c'est un point de vue. Je trouve vraiment que... peut-être que... ils se sont dit, en réécoutant Ziggy Stardust, on aurait pu mettre plus de ci, plus de ça. Et je trouve que c'est vraiment ils arrivent vraiment à un aboutissement avec Transformer qui pourrait presque être un album chanté par Bowie, hein, c'est l'impression qu'on en a. Vrai. D'ailleurs, Bowie chante pas mal sur l'album. Il chante notamment sur Satellite of Love des chœurs où on l'entend vraiment distinctement quand il fait les qui sont absolument d'ailleurs géniales. La scène dans le classique album où Lou Reed lui-même isole la voix de Bowie en disant Listen to David, that's wonderful. Ouais. Ça c'est une scène magnifique quand même. Et puis Ken Scott qui avait l'habitude de bosser avec Bowie et puis qui montrait comment Bowie faisait le double tracking et qui montrait qu'en fait on n'arrivait même pas à déceler le moindre indice qu'il s'agissait de double tracking tellement Bowie faisait ça de façon millimétrée. Et donc comment on peut du coup commencer, parce que là on a fait une belle intro, mais voilà quoi. Enfin voilà, donc Vicious ouvre l'album. Et donc on retrouve aussi tous les codes qu'il y a dans Ziggy Stardust, et aussi une guitare absolument merveilleuse, des arrangements de guitare de Mick Ronson qui sont voilà quoi. Parce que qui bouffe à l'ère du guitar hero, je veux dire, il y en a beaucoup des gens qui aiment les guitares techniques, etc., qui disent que Mick Ronson n'a pas une technique incroyable. Je veux dire en termes de technique et surtout d'apport et de façon de s'intégrer à une chanson de 3 minutes, c'est assez bouleversant, c'est assez parfait quoi. Mick Ronson n'est pas que grand guitariste, oui, c'est ça. Il est surtout grand arrangeur. C'est pour ça que c'est c'est toute la différence. Et c'est un grand pianiste aussi. Il faut pas oublier que Mick Ronson était aussi, en plus d'être bon guitariste, c'est un grand pianiste, et c'est le piano quand même que tout le monde connaît sur Perfect Day, c'est quand même Mick Ronson qui le joue. Hein. Ouais, bien sûr. Donc c'est un très très grand pianiste, Mick Ronson. Hein.
Donc du coup, vas-y, on commence un peu à décortiquer l'album. Enfin bon, vous connaissez tous Vicious, on en a parlé, donc influence d'une phrase d'Andy Warhol, et puis après on a Andy's Chest qui là aussi est une chute du Velvet. Et qui bascule déjà sur une autre... Enfin, voilà, là t'es dans l'album, quoi. Fin de Vicious, Andy's Chest qui arrive... voilà, même si tu achètes l'album parce que tu as entendu juste Walk on Wild Side et Satellite of Love, tu te rends compte que le reste est complètement à la hauteur. Complètement. T'as un complètement avec des influences un peu doo-wop dessus, l'influence de cette grande prééminence des chœurs à la fin et tout ça. Papa. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, vraiment la musique de l'enfance de Lou Reed. T'es souhait, mon cher Benjamin. Ouais, l'influence de Bowie. Et puis après, on arrive sur cette espèce de petit bijou qui s'apparenterait presque à une comptine, mais je pense que c'est plutôt, malheureusement, c'est plutôt une espèce de chanson sur l'héroïne, encore une fois, Perfect Day, non? Ça peut être, évidemment, il y a eu Trainspotting. Oui, c'est ça, c'est peut-être pour ça que je dis ça. Mais sinon, qu'est-ce que ça raconte Perfect Day, comment tu peux résumer ça pour nos auditeurs? Oh bah c'est pour le coup avec la partie de piano donc magnifique de Mick Ronson. Ouais, c'est sympa de... bah assez bizarrement je lui trouverais des familiarités avec beaucoup de chansons des Kinks, des chansons de Ray Davies, des chansons comme Days par exemple des Kinks et puis ça rappelle aussi une chanson, ça rappelle un petit peu la tonalité de Pale Blue Eyes que Lou Reed avait déjà écrite pour le Velvet. Donc une chanson sur les moments amoureux magiques qui peuvent pas être conservés, mais qui peuvent être comme pris en photo le temps d'une chanson, en ayant conscience que ces moments étaient beaux, mais que ces moments ne peuvent pas être éternels. Ouais, d'accord. Donc pour toi, c'est plus une chanson d'amour et pas du tout une ode à l'accalmie après une prise d'héroïne. Non, enfin après... c'est possible. Je pense que beaucoup de gens, beaucoup de junkies notamment, ont dû l'associer à ça longtemps. Ouais, je prends pas assez d'héroïne pour me rendre compte ce que c'est que d'écouter Perfect Day après un shoot. Mais... Ça c'est clair. Mais de toute façon, Lou Reed était suffisamment vicieux, sans faire de jeu de mots, pour être conscient qu'il y avait un double sens possible dans la chanson. Donc du coup, en fait, c'est un album qui a... Est-ce que l'album a marché à sa sortie ou pas? Enfin, parce qu'on sait que maintenant c'est devenu un des classiques. Il a été classé dans les 500 plus grands albums de tous les temps par le magazine Rolling Stone, à une place d'ailleurs que je trouve assez lointaine, 194e quand même. Enfin bon, putain, si vous voyez la liste, vous direz quand même qu'il y avait sa place. Mais encore une fois, c'est un classement américain, donc c'est pas pareil. Mais ça marche pas des masses. Finalement, ça n'a pas le succès de Ziggy Stardust. Si, ça marche. Mais à part Walk on Wild Side, qui est inondé par les... Il faut quand même voir d'où Lou Reed vient, quoi. Lou Reed, avant Transformer, est quelqu'un qui... C'est le premier truc qui marche un peu, en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est connu que par une extrême élite et principalement effectivement en Angleterre, et il est enfin écouté par au moins un public de passionnés de musique à partir de Transformers. D'accord. C'est ça le grand changement. Ça ne devient pas mainstream, Walk on Wild Side. Si les gens en Angleterre connaissent Walk on the Wild Side, l'achètent, la connaissent parce que ça passe souvent à la radio. Voilà, c'est le airplay à la radio qui est important. Dès 72. Ah oui, d'accord. Ah oui. Enfin dès novembre 72 quand ça sort, d'accord. Oui. Mais les ventes sont pas Non, mais bon, une fois de plus. Non, je demande. Pour moi, c'est pas une question de valeur. Hein. Sinon, Taxi 1 serait un bon film. Hein. Donc, oui. non, mais du coup, donc voilà, il y a cette phase quand même, la phase 1 où il y a quand même Vicious, Perfect Day, Walk on the Wild Side, qui sont quand même devenus des standards de l'histoire de la musique. Hanging Round. Pour Lou Reed aussi. Et oui, pour Lou Reed aussi, il a continué à les jouer jusqu'à sa mort. Exactement, c'est pour ça que je dis ça, oui. Tous les best-of, etc. Même son premier best-of qui s'appelle Walk on the Wild Side, il me semble. Et Hanging Round, qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? C'est une chanson assez drôle, quoi, sur un, si je me souviens bien, sur
sur un prêtre qui perd un peu les pédales, quoi. Donc, ouais, donc on est quand même sur des sujets un peu quand même évidemment. Presque plus subversifs que l'imaginaire de Bowie. C'est plus réaliste en fait que les paroles de tout l'album Ziggy Stardust finalement. Évidemment, mais de toute façon Lou Reed se pose là, quoi, avec cette espèce de regard narquois, et puis il a en plus le timbre de voix qui va avec ça, et c'est vraiment ça qui va imprimer chez les gens. C'est ce ton tout à fait singulier. En plus de ça, on en a déjà parlé avant, mais à une époque où Dylan n'est plus là, on a l'impression que c'est fini, c'en est fini pour Dylan, et c'est vrai que quelque part c'est un espèce de rôle, cette façon comme ça d'avoir une diction, un regard sur les choses, sur un lit musical rock, narquois, etc. C'était un rôle qui n'était tenu par personne à ce moment-là, et que Lou Reed vient dans la tête des gens incarner, quoi. Ouais. Et bon, dès la phase B, une chanson comme Make Up par exemple rend les choses encore plus claires, quoi, parce que là il parle de façon très très ouverte du travestissement. Bon, les gens sortent de Walk on the Wild Side, donc ils ont déjà eu une bonne tranche de perversion pour l'époque, mais avec Make Up, Make Up est une chanson magnifique, quoi. C'est super court, etc., mais c'est superbe, quoi. Juste le récit de quelqu'un d'un homme qui se maquille pour sortir en tant que travesti dans la nuit new-yorkaise, c'est un angle de chanson vraiment révolutionnaire à l'époque, et qui est fait divinement. Les arrangements sont sublimes, c'est une merveille. Ouais. Après, on a Satellite of Love. J'ai pensé à quelque chose, c'est que en France, moi quand j'étais gamin, je veux dire, les gens me parlaient plus de Lou Reed par rapport à la tournée qu'il a fait après Berlin, et qui est immortalisée sur 2 albums qui sont Rock'n'Roll à l'animal et Lou Reed Live, où les morceaux sont repris un peu à la sauce, Guitar Hero, avec un duo de guitaristes absolument flamboyants qui sont Steve Hunter et Dick Wagner. Et finalement, je me demande si, en tout cas dans le reste de l'Europe, c'est pas un peu comme ça qu'il va se faire connaître à travers ces 2 lives-ci, notamment Rock'n'Roll Animal qui est toujours Rock'n'Roll Animal qui est toujours cité dans les grands disques, aux côtés de Transformers et Berlin, en fait, alors que putain, c'est pas l'artiste le plus saillant qu'on ait vu sur scène, et j'adore sa façon de chanter qui est complètement particulière. Il est souvent complètement, je sais pas s'il est bourré ou si c'est sa façon de chanter, mais il bâcle vachement ses textes, mais ça leur donne un côté je sais pas, issu de la rue, et, de toute façon, et avec un arrangement complètement différent des albums, quoi, avec un côté plus technique et puis plus adapté à l'époque Guitar Hero. C'est à mon sens de toute façon le grand paradoxe des années 70, c'est que les années 70 pour moi sont une époque où sur le moment le grand public a vraiment plébiscité tout le côté démonstration, Guitar Hero, effort technique, etc., alors que on était pour le coup effectivement dans une époque de rock où les artistes rock se posaient la question de la décadence, parce qu'ils avaient le sentiment d'arriver en 1972, et c'est vraiment l'espèce de queue de comète de la génération des baby boomers. Et typiquement David Bowie et Lou Reed sont des parfaits exemples des baby boomers qui n'ont trouvé le succès que sur le tard, qui ont été incompris très 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 longtemps, qui ont été frustrés très très longtemps, et qui quelque part viennent délivrer leur message et viennent se faire reconnaître, alors que tout le train des autres personnes de leur génération est déjà passé, et que eux peuvent se permettre d'avoir un regard beaucoup plus critique par rapport à ce qu'a été l'euphorie des gens qui avaient leur âge et qui ont eux connu le succès immédiat. Et du coup ça s'entend sur les disques, on a une musique beaucoup plus mature, un peu à l'image des pionniers du rock, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, qui étaient déjà des gens mûrs, même s'ils avaient peut-être 10 ans de plus quand même que les Bowie et Lou Reed, mais je sais pas, Chuck Berry a commencé à avoir du succès à 35-40 ans, quoi, donc c'est un peu la même constatation, et c'est pour ça qu'il déboule avec une musique qui est déjà...
c'est incroyable de se dire que Transformers c'est presque le disque qui fait découvrir Lou Reed au monde entier, alors que le mec derrière il a 4 albums avec le Velvet, etc. Lou Reed a tout simplement 30 ans à l'époque de Transformers. Ouais, voilà, enfin, c'est quand même dingue, et c'est ça en fait qui va lui permettre quand même de continuer, de faire une carrière et d'être reconnu encore aujourd'hui, non? Ah bah évidemment. Est-ce qu'il y a des albums qui vont se vendre, parce qu'on sait que Bowie, il y a Let's Dance qui s'est survendu, etc., qu'il a trouvé un succès, je veux dire, commercial, etc. Mais est-ce que Lou Reed aura vraiment un vrai succès commercial? Berlin se vendra plus, ou non, ou c'est Rock'n'Roll Animal vraiment qui sont disques vendus? Ouais, c'est ça, c'est drôle. Je pense, ouais. Donc les gens ont accepté finalement ces textes et tout dans une mise en scène sonore vraiment quasiment, je vais pas dire jazz rock, mais rock prog, quelque part, avec beaucoup d'échanges de guitare. Bah oui, puis il y en a un dans chaque enceinte, c'est magnifique. T'as Wagner à gauche, Steve Hunter à droite, et puis ça se croise. C'est super, on dirait deux Mick Taylor qui se. Enfin, moi j'adore, c'est comme ça que j'ai découvert Lou Reed. Non, et puis en plus, mon père avait ces disques-là et pas Berlin et Transformers, quoi. Ouais, mais bon, Lou Reed, il faut aussi se replonger dans une époque où, mine de rien, être junkie, être drogué, était cool pour une bonne partie de la population. Oui, pour ceux qui se droguaient pas vraiment, en fait. Et puis puis il y avait plein de gens qui étaient drogués, etc. Et donc, il y a, Lou Reed était vraiment, c'est une époque où il y avait une époque beaucoup moins uniformisée que l'époque actuelle, et où Lou Reed était vraiment l'espèce de vraie idole pour les junkies, quoi. Ouais. Pour les gens qui voyaient dans le fait de défoncer un espèce d'état ultime de la coolitude. C'était une idée reçue de l'époque. Ouais. Alors juste pour ajouter, on parlait du pianiste qui était Mick Ronson et du guitariste, ça on le savait, on le sait, mais il faut quand même rappeler que c'est lui qui fait tous les arrangements en cordes, et ce qui était déjà le cas quand même sur Ziggy Stardust, il me semble, non? Et sur Hunky Dory aussi. Et sur Hunky Dory, sur les Bowie d'avant, quoi. Ouais. Donc c'est incroyable à quel point, ça c'est un autre débat, mais que Mick Ronson a eu à ce point une place d'arrangeur quand même sur des albums majeurs, et finalement qu'il ait disparu après à ce point-là, quoi. Enfin, à part sur Black Tie White Nose où il revient faire une petite guitare sur I Feel Free, mais enfin c'est une traversée du désert, et on se rend compte à quel point pas mal de gens ont disparu. Et puis, après la production de Your Arsenal de Morrissey aussi, il a fait juste avant de mourir. C'était bien de le préciser. Du coup, donc on a parlé de Make-up, de Satellite of Love, et puis après c'est une espèce de... C'est lequel déjà le morceau qui est un peu vaudeville, si ma mémoire est bonne, avec des espèces d'ensemble de fanfares, etc. C'est quoi? C'est Good night, ladies. Voilà, c'est ce qui finit l'album, c'est assez... Ladies, good night. Exactement. Et New York Telephone Conversation, tu crois que c'est l'Amérique qui lui manque? C'est le duo avec David Bowie aussi. Non, mais le thème, non, c'est une blague. C'est vraiment une satire. C'est ça. C'est une satire, effectivement, là aussi assez vaudeville, qui fait presque... qui est, je pense, là pour le coup, on sent la patte de Bowie, dans le sens où ça peut s'apparenter à une espèce de satire de l'espèce de coolitude new-yorkaise, passer à la moulinette de la tradition du vaudeville à l'anglaise, un petit peu sur ce qu'on a pu discuter de Between the Buttons des Rolling Stones. C'est ce que je voulais pas le dire. Faut pas oublier que Bowie vient de cette culture-là, et qu'il est vraiment imprégné. Et surtout, faut pas oublier que Lou Reed, excuse-moi, mais que Lou Reed est un super grand fan des Rolling Stones. Ça, je le dis, et il le dit dans tous les interviews. C'est un fanatique absolu des Stones, Lou Reed. T'as l'air de ne pas le savoir, je te l'apprends. Lou Reed, dans toutes les interviews, est beaucoup plus Rolling Stones que Beatles. Excuse-moi, j'espère que je t'ai pas coupé un peu, mais c'est aussi... C'est pas ça dont on parlait non plus, mais... Non, mais sur le fait... Oui. Non, mais par rapport au fait qu'il y ait un pont entre Between the Buttons et donc New York. Oui, je prenais Between the Buttons pour prendre quelque chose qu'on avait tous en tête. Mais pas forcément. Mais je pense surtout pour le coup à tout ce qui est le premier David Bowie qui n'a pas marché. David Bowie du premier album de la fin des années 60. Oui, le Durham, comme je l'appelle. Voilà, c'est ça. Celui qui pulvérise tous les Kings et tous les Stones du monde. Celui qui était complètement obsédé par Anthony Newley, des choses comme ça. Et là, c'est assez rigolo de voir cette espèce d'ossature, d'habillage musical adapté à la société branchée du New York de l'époque, quoi.
Et qu'est-ce qui fait que Lou Reed se sent aussi libre sur la chanson I'm So Free? C'est assumer une sexualité non acceptée. Et qu'est-ce que, du coup, justement, je rebondis là-dessus. Alors, comment l'album, il fait un flop aux States, il est quand même sorti par RCA là-bas? Oui, il est sorti. Mais oui, il est sorti, mais est-ce qu'ils en ont vendu plus de 12? Je pense que oui, quand même. Ouais, non, mais j'exagère. Hein, mais... Non, mais bon, après, c'est pas ils en ont pas vendu des cartons comme Atlantic vend des cartons de Led Zeppelin. Ouais. C'est pas la question. Mais Lou Reed, bien sûr, revient évidemment à New York, auréolé d'une... il est enfin reconnu comme quelqu'un de cool. Ouais. Déjà, il était culte, il devient cool. À New York. Mais oui. Plus qu'au Texas, à mon avis, où la chanson Open Wide Side devait avoir un peu plus de mal à passer. Sans mauvais jeu de mots. Ils peuvent pas comprendre. Ouais. Mais voilà. Avant Transformer, Lou Reed est culte. Après Transformer, il devient cool. D'accord. Donc voilà. Bon, écoute, qu'est-ce que tu veux rajouter là-dessus? Quel sera un peu la suite pour Lou Reed en 2 mots, hein. Est-ce que Transformer va vraiment lui permettre en fait finalement de croire en fait qu'il peut avoir une carrière de chanteur et c'est grâce à ça qu'il continue à faire des disques jusqu'à sa mort, dont on ne va pas parler si vous voulez pas que je sois émotif, mais non mais ça c'est sûr, pour les publicités etc. Mais en tout cas après Transformer, Lou Reed va en tout cas être très consciencieux sur le fait que il va évidemment considérer de façon très négative le fait qu'on attribue tout le succès qu'il peut avoir au fait uniquement qu'il a été chaperonné par David Bowie. Ah ouais, donc on le dit que c'est un pistonné quoi. Voilà, et c'est pour ça qu'il cherche à se détacher de David Bowie très très vite après ça. Ouais. Et que... il retourne enregistrer aux États-Unis du coup? Ah non, il reste en Angleterre pour Berlin. Ça oui. Mais il tient à faire appel à quelqu'un de complètement différent de David Bowie, c'est-à-dire Bob Ezrin, pour enregistrer Berlin en 73. Et pour qu'on lui attribue un peu... un peu avec des musiciens complètement différents, donc voilà, ça sera une toute autre histoire, mais il va absolument... On en parlera peut-être un de ces 4 tous les deux, si tu veux revenir, avec parce grand que plaisir, moi j'ai toujours content quand tu viens dans le studio. Ah bon, je sais pas, moi je te le dis. Non, mais je sais pas si ma présence sera toujours bienvenue dans ce studio quand la question se posera, mais pour moi c'est toujours un grand plaisir de venir ici. Quand un podcast se passe comme ce dernier, d'ailleurs je vous invite à aller réécouter les autres. N'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube pour nous faire un petit coucou. Même si on s'en fout un petit peu du nombre de vues qu'on a, on le fait parce que en fait ça nous fait plaisir à nous, hein. Le reste n'est qu'un prétexte au bonheur de redécouvrir et de parler de ce qu'on a toujours fait, écouter des disques tout simplement. Voilà. On vous embrasse tous les deux chaleureusement. C'est vrai. Et à très vite j'espère. Bisous.